Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'écriture singulière. De François Cheng. Ouvrage de l'Association européenne. François Mauriac. François Mauriac, écrivain de Malagar. Michel Berger, un éveilleur d'aurore. Les villes d'Europe inspiratrices des écrivains. Littérature européenne et spiritualité. La quête du Graal chez les écrivains européens contemporains. Enracinement et dépassement chez les écrivains européens contemporains. L'expression du bonheur dans la littérature européenne d'aujourd'hui. La rencontre des cultures dans la littérature européenne contemporaine. Publié chez l'Harmattan. Masque et carnaval dans la littérature européenne. Sylvie Germain, Rose des vents et de l'ailleurs. L'enfance inspiratrice, éclats et blessures. Andrei Makin. La rencontre de l'Est et de l'Ouest, dans la collection Rencontres de la Cerisay. Andrei Makin, Perspective russe, dans la collection Rencontres de la Cerisay. Art et littérature. Regard sur les auteurs européens contemporains. Andrei Makin. Le sentiment poétique, dans la collection Rencontres de la Cerisay. Terre mythique du nord de l'Europe. Le présent ouvrage est le fruit des échanges qui ont eu lieu à Strasbourg durant le colloque de l'AEFM du 2 au 5 juillet 2009 au Centre culturel Saint-Thomas, 2, rue Carpote 67 000 Strasbourg. Introduction. D'où jaillit-elle cette écriture singulière, celle de François Cheng, qui irrigue la littérature française d'une eau de source vivifiante? Où va-t-il ce chant de célébration, à l'infinie résonance, dès une vie qui s'offrira sans fin paumes ouvertes? François Cheng était présent à travers son œuvre. Son message avait été lu en prélude au colloque. Veuillez tenir compte de ma poésie, le livre du vide médian et à l'orient de tout. Et sans doute, chacun des participants a-t-il été en quête des mots susceptibles de traduire la résonance en lui, de sa parole poétique. Car c'est bien de résonance qu'il s'est agi. De dialogue où les partenaires se répondaient. Il a d'abord été question du dialogue intérieur à l'auteur, du dialogue entre deux langues, entre deux cultures. Mieux, d'une osmose selon les termes mêmes de François Cheng. Entre le terreau ancien et toutes les nouvelles plantes que j'y ai fait pousser, s'est opéré à n'en pas douter, un fécond va-et-vient. L'osmose est à ce point intime que, faute d'une lucidité suffisante, je suis incapable de faire la part des choses, hormis justement des éléments lexicaux que j'ai traités plus haut, le dialogue page 60. Faire la part des choses a en effet été impossible. Mais lever un peu le voile a tenté plus d'un lecteur, même si le premier dialogue s'est doublé de dialogue à tous les niveaux du vivant, depuis les éléments jusqu'à la transcendance, ibidem page 71. François Cheng a accompli un voyage dans l'espace, depuis l'Orient extrême jusqu'à la terre du milieu que constitue la France. Ce faisant, il a engagé un voyage intérieur bien plus conséquent encore depuis son sol natal jusqu'à ce ciel d'accueil où il a poussé son propre cri, depuis sa terre d'origine jusqu'à ce lieu d'exil où il a néanmoins trouvé sa pierre de jade, son être le plus intime. Les communications de Daniela Fabiani, de Monique Grandjean et de Marie-Louise Scheidauer développent chacune quelques aspects de ce voyage. Elles rendent compte de l'effort que celui-ci a demandé à l'auteur pour comprendre son nouveau pays, pour y être compris, pour y être accepté. Elles étudient les frontières qu'il a fallu traverser, linguistiques, culturelles, humaines. Mais elles mettent aussi l'accent sur l'extraordinaire richesse que le poète a apportée dans ses bagages. Calligraphie, peinture, poésie chinoise. Échange d'une infinie fécondité. Possibilité d'ouverture aux manifestations de l'autre. Offrande de traduction dans les deux sens. Rencontres essentielles des uns et des autres. F. Cheng a ainsi croisé V.C. Galen qui a fait le voyage en sens inverse et qui en a rendu compte dans ses écrits. Conversion, retournement. Monique Grandjean met en évidence la suite ininterrompue de hasards, de surprises, de coïncidences qui jalonnent le mouvement de l'un vers l'autre. Ainsi l'écriture de François Cheng s'inscrit au sein même d'un échange comme le montre la communication de Monica Balestrero. Engageant un entretien avec d'autres artistes et scientifiques, à la recherche d'une voie intérieure à travers l'expérience du yoga, l'écrivain en fait le socle de 5 méditations sur la beauté. On sait par ailleurs que F. Cheng a rencontré de nombreux poètes et romanciers. Et d'abord à travers ses lectures, lieux de dialogue.
Ce n'est pas sans surprise que nous entendons Margaret Parry soutenir que de jardin en jardin, le roman de F. Cheng, intitulé L'éternité n'est pas de trop, contient de nombreuses réminiscences de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. F. Cheng a aussi traduit de nombreux poètes français en chinois, ce qui suppose une fréquentation intime de leurs œuvres. Barbara Bottary s'est plus spécialement intéressée à cette forme supérieure de dialogue que René Char a appelée « commune présence », et qui trouve son expression dans des poèmes très proches par leur choix de mise en espace et d'image chez l'un et chez l'autre. Inversement, et comme le poète le laisse entendre dans l'un de ses entretiens avec B. Pivot, le chinois chante en sourdine dans son français des berceuses. Dans cette musique intertextuelle apparaissent des motifs universels. Ainsi le thème de l'éternel retour ou de l'éternel amour qui traverse l'Occident comme l'Orient, depuis les anciennes ballades en passant par Tristan et Iseux, Orphée et Eurydice, Dante et Béatrice et Ella Henning et Dao Sheng. Tara Ivasiutin souligne en particulier les similitudes mais aussi les différences entre ces derniers amants, et ceux imaginés par Stefan Zweig dans Le Voyage dans le passé. Nina Nazarova étudie au contraire ce qui fait la spécificité orientale de l'amour entre les amants de l'éternité, n'est pas de trop, en exposant les relations charnelles qui vont s'établir entre le médecin guérisseur et la malade et qui trouvent leur expression la plus dense dans la scène de quasi-résurrection de Ella Henning par Dao Sheng. Le dialogue entre les œuvres produit donc une écriture singulière comme est singulier le regard que François Cheng pose sur la Joconde dont il propose une lecture renouvelée. Multiples regards croisés dont Marinella Mariani rend compte. Le regard énigmatique de Mona Lisa croise celui du spectateur, mais il est aussi à la hauteur du monde harmonieux créé par Léonard de Vinci. Le spectateur est un lieu de confluence. La notion de dialogue qui estampille l'œuvre de F. Cheng, qui est pour ainsi dire une marque de fabrique, peut néanmoins caractériser d'autres œuvres dont les auteurs se situent à la frontière de deux cultures et qui les ont conjuguées, conférant ainsi à leur écriture une singularité issue de l'imbrication de deux entités. Patrick Gormali montre la richesse de cette expérience. Nadia Jamal fait entendre à travers de multiples exemples, issus de l'œuvre de Farja Laek, poète libanais, ce qui se passe au confluent de deux cultures, ce qui reste spécifique, ce qui est communicable. Giulia Latini Mastrangelo propose au contraire un regard sur l'universalité de la poésie, même issue de cultures lointaines, ce que tente aussi à prouver la communication de Thaïs Fernandez qui rapproche les mondes de F. Cheng et de Julio Herrera Iresig. C'est que chez chacun des poètes étudiés, le langage poétique émane des profondeurs de l'être. Et le souffle devient signe. La calligraphie, à laquelle François Cheng consacre un superbe album, prend sa source à la naissance même du souffle qui traversant tout l'être se réalise dans le geste, sur le papier, du poignet tenant le bâton d'encre. Puissante métaphore de la création littéraire. François Cheng présent dans sa poésie. Marilyn Jacquet s'émerveille du miracle de cette tentative de s'inscrire dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, mais qui est une langue d'alliance, fécondée par une culture venue d'ailleurs. Sabine Badré, citant de nombreux extraits poétiques, montre que la recherche de la beauté est inséparable chez François Cheng, de la quête de la vérité et de la transcendance, d'une vie plus forte que la mort. Et Georges Simon dialogue en poète, entre le souffle initial et l'ultime appel, avec F. Cheng. En cherchant sa part de jade, son être le plus intime, à travers le langage, le poète trouve ce qui en réalité le transcende, tout en l'habitant une forme de spiritualité. La peinture de l'artiste peintre italien Breccia, dont parle Monica Balestrero, témoigne de cette même recherche. C'est bien à l'issue du colloque qu'on se pose la question de savoir ce qu'est le vide médian, ce vide qui n'est pas néant comme le silence n'est pas absence de bruit, mais bien condition nécessaire à l'écoute de la musique. C'est bien de ce vide que jaillit le souffle qui relie le yin et le yang, qui crée l'harmonie. C'est bien sur le blanc de la page que s'écrit l'idéogramme. Et l'homme devient alors trace qui se cherche sur le vide de la page. Entre le nuage et l'éclair. Rien. Sinon. Le trait. Le loi sauvage 1. Qui se cherche et se transforme car il y a. Non l'entre-deux. Mais bien le 3. Souffle de vie. À part entière. Nulle autre loi. Qu'échange change de. Comme l'explique François Cheng lui-même. Le vide médian qui est un souffle en soi, peut impliquer certes le manque, mais surtout le désir de complétude.
Il a le don d'entraîner les sujets en question dans l'interaction, permettant à chaque sujet d'accéder à un dépassement de soi. Tant il est vrai qu'un sujet ne peut jamais se dépasser devant un miroir, il ne peut le faire que dans l'interaction avec un autre sujet, avec d'autres sujets. 3. C'est le blanc de la page qui est la place de l'autre, place d'où il relie les éléments épars pour en faire une harmonie. Marie-Louise Scheidauer. Strasbourg. Le cri entre sol natal et ciel d'accueil. L'éternité n'est pas de trop, ou le voyage de François Tcheng. Poète, traducteur, essayiste, François Tcheng est arrivé assez tard à l'expérience romanesque qui d'ailleurs reste assez isolée à l'intérieur de toute sa production littéraire. Il n'a publié que 2 romans dont l'un, Le Dit de Thiany IV, à partir de l'année 2002, où il a publié son 2e roman mais aussi son essai Le Dialogue 6, il a continué à écrire et en délaissant la fiction romanesque, il s'est adonné à ses autres genres de prédilection même si ses derniers essais littéraires 7 synthétisent idéalement dans leur titre les 2 aspects les plus typiques de son écriture romanesque. Le dialogue interculturel et le déplacement. Or, ce corpus romanesque si exigu et si concentré dans le temps frappe aussi par la diversité des 2 romans. À une dimension spatio-temporelle précise mais bien différente s'ajoute le fait que si son premier texte peut apparaître en filigrane comme une sorte d'autobiographie romancée de l'auteur, l'éternité, S', éloigne nettement de tout investissement personnel. Des personnages presque seulement chinois, des décors, des principes culturels et religieux chinois, une temporalité bien lointaine, sont là pour suggérer et faire connaître une image de la Chine ancienne et de ses traditions millénaires. Il me semble alors tout à fait légitime de se demander la raison de cette remontée dans les siècles par un roman qui semble n'avoir aucun lien avec le présent de l'auteur, d'autant plus que François Tcheng, dans toute sa création littéraire, a toujours mis en dialogue les 2 espaces géographiques et culturels qui le concernent et qui lui ont permis de se construire une identité multiple. Les dimensions du voyage romanesque. L'éternité est un roman apparemment très linéaire et l'histoire qu'il nous raconte est elle aussi tout à fait simple. C'est le récit d'un amour juvénile entre un garçon et une fille que les vicissitudes de la vie ont séparés. Alimenté par le souvenir, cet amour survit jusqu'au moment où ils peuvent se rencontrer à nouveau, mais quand tout semble pouvoir combler et achever leurs désirs, la séparation volontaire et enfin la mort les empêchent de mener à bien leur histoire d'amour sur terre. Cette simplicité romanesque s'appuie et se développe autour d'une figure littéraire commune à bon nombre d'écrivains de l'exil, à savoir le voyage et le déplacement, modulés selon leurs dimensions les plus typiques. Le voyage matériel, le voyage dans l'histoire et le voyage intérieur. Ce motif nous permet de saisir quelques-unes des questions fondamentales soulevées par le texte, telles que la rencontre entre 2 cultures, l'écart entre réel et imaginaire et surtout le problème de l'identité. Le voyage matériel, ou horizontal, à savoir le déplacement continuel d'un lieu à l'autre, est le caractère essentiel du protagoniste Dao Sheng. Dès le début on nous dit que marcher à pied, faire longue route ne l'effraie point. Il en a l'expérience, c'est sa vie même. 8. En effet, l'existence romanesque du protagoniste se déroule entre 2 grands voyages. L'histoire commence par son départ du monastère de haute montagne pour aller en ville, et se termine par ce même voyage mais en sens inverse.
Entre ces deux voyages se déroule la vie quotidienne de Dao, marquée par des déplacements qui lui font découvrir les différents visages du paysage naturel et social de cette ville qu'il avait quittée 30 ans auparavant. Grâce à ces itinéraires urbains, le lecteur découvre les constructions typiques de la ville chinoise, ses jardins, ses rues, ainsi que les différents personnages qui l'habitent. Si pour Dao ces parcours constituent la découverte d'une ville que le temps a fait changer par rapport à celle qu'il connaissait, pour le lecteur c'est la rencontre véritable avec l'altérité. Tout un monde inconnu se dévoile devant ses yeux, avec ses habitudes quotidiennes, ses mœurs, ses fêtes, ses peurs, ses émotions, ses joies. Les descriptions des déplacements de Dao nous permettent donc de connaître une manière différente de vivre, de penser, de manger, de s'habiller, grâce à une perspective ethnographique qui vise à susciter l'intérêt et la curiosité du lecteur pour cet univers nouveau. Ensorcelé par les histoires, les légendes, les paysages naturels presque féeriques racontés par l'auteur, nous sommes comme invités à pénétrer dans ce monde inconnu qui se dévoile devant nos yeux, un monde d'autant plus mystérieux qu'il se place dans une époque révolue. Mais bien plus, le trait typique de la narration de François Cheng consiste à accompagner les déplacements matériels par des descriptions où les éléments réels sont comme le ressort nécessaire pour donner libre cours aux questions, aux doutes, aux réflexions des personnages neufs. Or, selon les mythes fondateurs du voyage, c'est avant tout l'attrait de l'inconnu, de l'exotique, de l'autre qui nous fait voyager. Et le dépaysement qui en découle n'est pas seulement matériel. L'individu s'expose à la différence et par là son voyage acquiert un effet transformateur, car il l'oblige avant tout à se définir par rapport à la réalité nouvelle qui l'entoure et donc à se questionner en profondeur. Le voyage matériel ainsi se double immédiatement d'un sens métaphorique, car il nous fait pénétrer à l'intérieur de la nature humaine pour nous aider à saisir ce que l'humain porte en lui de plus profondément commun, de plus profondément partageable. 10. La narration s'installe alors dans une dimension spatio-temporelle autre par rapport à la réalité, et devient le moyen d'un dialogue serré sur l'essentiel de toute existence. Un des exemples le plus caractéristique à cet égard est la rencontre de Dao avec le père venu de l'Occident, sous les traits duquel on peut voir la figure du père jésuite Matteo Ricci. Ces déplacements pour venir le soigner deviennent l'occasion d'abord fortuite, puis voulue et recherchée, de moments d'échange interreligieux très féconds. Dans un respect profond de leurs différences, les deux personnages se questionnent, s'écoutent, dévoilent leurs doutes et si Dao apprend de elle'. Autre le mystérieux amour du Christ, grâce auquel les êtres qui s'aiment sont liés par l'âme, un lien bien plus intime, plus inséparable que celui du corps. 11. Le jésuite voit en lui un ami dont les questions l'ont forcé à réfléchir. 12. Au point de lui faire affirmer « C'est une chance pour moi aussi de vous avoir rencontré. Cela vaut la peine d'être venu en cet empire du milieu. » 13. Un long voyage donc unit ces deux personnages, un voyage matériel qui les a fait se rencontrer et par la suite se lier d'amitié grâce à un désir commun de connaître et vivre l'amour. Les conversations entre eux nous révèlent que leur déplacement volontaire n'est que la métaphore d'un voyage intérieur qui s'accomplit et s'achève dans une rencontre où les deux conceptions de l'amour qui les avaient poussés à partir arrivent à se compléter mutuellement. Il en va de même pour l'autre voyage que Dao, et avec lui le lecteur, entreprend tout le long de la narration. Même si moins décrit et raconté, le voyage vertical, à savoir dans l'histoire, est aussi bien présent. Le roman s'ouvre par un avant-propos où l'auteur lui-même, utilisant le procédé du manuscrit trouvé, bien connu dans la littérature occidentale, nous dit les circonstances dans lesquelles aurait été écrite l'histoire de Dao et de Lan Ying, nous parle de l'époque de la dynastie des Ming et en donnant un aperçu succinct des événements politiques et littéraires de cette époque, amorce de brefs parallèles avec l'histoire de l'Occident. À cette remontée historique, qui d'ailleurs reste tout le long du roman la toile de fond du récit, s'ajoutera par la suite l'histoire personnelle de Dao qui, arrivé et désormais établi dans la ville, s'abandonne à plusieurs reprises aux souvenirs dramatiques de son départ, à son emprisonnement, à sa fuite, en nous racontant la corruption et la dégradation sociale qui avaient caractérisé la fin de cette dynastie. Tout le long du roman, grâce à la mémoire des deux personnages, l'histoire chinoise se mêle à leur histoire personnelle. Toutes ces notices sont nuancées d'une fonction presque didactique, d'une sorte de désir de faire pénétrer le lecteur dans l'essentiel de cette période trouble pour mieux en faire jaillir la nouveauté qu'est l'amour vécu par ce couple. 14. Cette plongée dans la mémoire historique d'un pays, et dans la mémoire de cette ville,
fait surgir devant nous non seulement la grande histoire, mais aussi la simple histoire quotidienne d'un peuple qui, suite à l'inquiétude à laquelle il est soumis, cherche ces points de repère censés lui apporter assurance et apaisement. 15. Nous voyons alors la population de cette ville qui se rend en foule au temple, qui participe avec enthousiasme aux fêtes traditionnelles, comme celle du double 5, pour laquelle les familles se préparent un mois à l'avance, et que nous savons être, d'après l'auteur, une célébration symbolique car elle coïncide avec le jour même de l'anniversaire de la mort du poète Qiu Yuan 16. Les pages consacrées par Cheng à cette fête sont particulièrement importantes aux yeux du lecteur car elles amènent au cœur de la question qui fonde le roman. Le double 5, dit l'auteur, symbolise la rencontre de la vie et de la mort, mais en particulier le triomphe de la vie à travers le souvenir du poète qui est mort noyé. Cette insistance sur la valeur de l'eau rappelle clairement le lien étroit qui existe implicitement entre les mythes fondateurs des deux cultures, occidentale et chinoise, qui appliquent à l'eau la symbolique de la vie et de la mort, mais y voient surtout la valeur fécondante d'une nouvelle existence. D'ailleurs, c'est pendant cette fête que Dao prend conscience pour la première fois du changement qui s'est opéré en lui. Il sent, greffé à la racine de son être, un autre être qui cherche à grandir, aussi irrésistiblement qu'un pin sans âge qui, faisant éclater le roc, pousse coûte que coûte son tronc. 17. C'est le début de la métamorphose du personnage qui, par étapes successives, est figuré par la troisième dimension du voyage présente dans le roman, à savoir le voyage hélicoïdal ou intérieur. Dès les premières pages, Dao nous est présenté dans une attitude et un habillement qui l'apparentent aux pèlerins et aux figures de l'errance bien connues dans la littérature occidentale. 18. Les préceptes taoïstes qu'il se rappelle à lui-même lors de la descente de la montagne, à savoir un comportement qui correspond à un cœur vrai. 19. Donc pur et sincère, capable de lui faire toucher le ciel, sont les conditions pour S', à donner à une quête intérieure éternelle et universelle, commune à tous les hommes de n'importe quelle époque et de n'importe quel pays. Un lien idéal d'ailleurs se tisse ici entre ce personnage et la figure mythique d'Ulysse, en particulier celle qui nous a été léguée par Dante quand dans sa Divine Comédie il fait dire au héros grec « Considérez quelle est votre origine. Vous ne fûtes fait pour vivre comme bête, mais pour suivre vertu et connaissance. » 20. La narration suit les vicissitudes de cet homme qui retrouve la femme aimée, et réussit à partager avec elle des instants de bonheur. La quête de Dao semble donc se terminer par des retrouvailles qui réunissent les deux amoureux, mais c'est à ce moment qu'ils commencent à se rendre compte que leur amour humain ne suffit plus à combler l'attente de leur cœur. Sur le fond d'une passion née d'un regard et alimentée par la découverte réciproque, se déroule une histoire d'amour malheureuse qui nous fait pénétrer à l'intérieur de la conscience des deux protagonistes, pour nous faire partager les découvertes et les questions qui agitent leur âme. La narration en effet s'appuie beaucoup plus sur les monologues intérieurs, sur les descriptions des lieux, sur le récit de ce passé qui a éloigné les deux amoureux que sur les dialogues entre les personnages. Il s'agit d'un roman à l'allure très lente, scandé par les différentes étapes de l'évolution intérieure des protagonistes où la focalisation interne joue un rôle déterminant pour la compréhension de leur personnalité. Car ce qui compte en effet, est le changement que cette expérience provoque dans l'esprit et dans l'âme des deux protagonistes. Dès le début, Dao prend conscience d'être né et d'avoir enduré tant de souffrances, d'avoir traversé tant d'espace, pour arriver à vivre cet instant unique des retrouvailles avec la femme aimée. 21. Mais le bonheur qu'ils éprouvent s'accompagne toujours de la certitude que ce sentiment garde quelque chose d'incomplet, car chaque instant est comme marqué par une blessure secrète, à savoir la conscience progressive que l'accomplissement de cet amour n'arrivera jamais pendant leur vie terrestre. C'est ainsi que leur quête d'un amour humain glisse imperceptiblement mais inexorablement vers celle d'un amour divin, à savoir inscrit dans l'éternité, et l'exemple le plus parlant à cet égard est certainement la vision de la beauté de Lan Ying par Dao que l'auteur décrit avec des mots qui renvoient idéalement à l'image de Béatrice de Dante. La femme est là, robe bleue contre le bleu du ciel. Combien proche, presque à portée, et pourtant lointaine comme aspirée par la voûte céleste. Ainsi, la quête n'a point de fin, et un feu doit brûler infiniment. 22. Et enfin, dans les dernières pages du roman s'arrêtant au même endroit sur la montagne qu'il avait descendue au début, Dao, frappé d'un vertige, voit s'ouvrir en lui cette dimension mystérieuse où il pourra continuer à partager avec Lan Ying, ce qui est appris, indéfiniment. 23. Car il a pris conscience que la rencontre avec cette femme lui a donné l'essentiel de la vie.
Il y a tant de choses entre hommes et femmes qui n'ont pas été dites, et qui veulent être dites. Ce qui est à dire est l'infini même que l'éternité n'épuisera pas 24. Le roman donc est le récit de la métamorphose de l'homme et de la femme, du parcours initiatique qu'ils entreprennent pour arriver à saisir la signification de leur existence à travers une série d'étapes ponctuées par la prise de conscience progressive d'une sublimation à atteindre. La descente de la montagne, les épreuves subies à cause du désir de conquérir l'amour, la douleur et la souffrance d'une nouvelle séparation, et enfin la remontée vers la lumière du ciel en parcourant le même chemin qu'au début, constituent la structure d'un roman centré sur la métamorphose du héros. C'est ainsi que le voyage matériel de Dao se double petit à petit du voyage intérieur d'un homme en quête de soi, et il devient la figuration narrative d'un parcours de connaissance pendant lequel l'homme a découvert que Lang Ying lui a enseigné le vrai dialogue qui existe dans l'amour, celui qui passe par le corps mais qui arrive à l'âme. Comme l'étranger, tu crois à l'âme, n'est-ce pas, cette chose qui ne se détériore ni ne pourrit, seule capable de défier le temps 25. Mais la condition essentielle pour y arriver est de rester dans l'attente, à savoir dans une dimension intime vivifiée par la blessure d'un désir inassouvi qui, seul, peut lui faire accepter la découverte de cet autre moi qui a grandi en lui. Et en effet, à la fin, il s'aperçoit avec stupeur que si le bonheur véritable et complet arrivera à la fin, il en a déjà pressenti l'existence 26, ce qui lui permet de devenir le contemplateur d'une passion mystique qui s'accomplit en lui et dans le même temps en avant de lui, 27. C'est par là qu'il arrive à retrouver le vrai lien avec la femme aimée, au-delà de l'espace qui les sépare et surtout au-delà de la mort. Le voyage de François Cheng. Or, les retrouvailles dans l'éternité sur lesquelles se clôt le récit sont suggérées avant la fin du roman par une scène très éclairante sur la valeur de ce voyage initiatique des personnages. Dans une sorte de vision hallucinée, Dao assiste à l'apparition du pathétique couple que forment Lan Ying et Dao Sheng, 28, assimilés tour à tour à la loi des astres, aux deux mûriers et aux présences éthérées qui remplissent l'espace et qui rappellent l'élan du souffle primordial, 29. Au-delà de sa visée didactique, ce passage est la synthèse du parcours accompli par Dao à travers ses voyages dans l'espace terrestre, dans l'histoire et dans son intériorité. Le ciel, la terre et l'aspiration au bonheur qui est inscrite dans tout cœur humain sont les trois aspects essentiels de la vie de ce couple chinois, qui ne sont pas sans renvoyer le lecteur à ceux qui ont caractérisé d'autres couples bien connus de la culture occidentale. Les critiques de Cheng 30 ont déjà souligné les similitudes avec des personnages mythiques comme Orphée et Eurydice, Tristan et Iseux, avec l'histoire de la princesse de Clèves, auxquelles on pourrait ajouter aussi Dante et Béatrice, Roméo et Juliette, etc. Il s'agit de rapprochements culturels qui nous montrent la réalisation d'une rencontre secrète entre les deux univers français et chinois. Les archétypes du mythe nous disent que la recherche du bonheur est partout la même et que le cœur de l'homme désire une éternité que l'amour, dans sa dimension humaine et divine, signifie. C'est là le témoignage le plus immédiat d'un échange fécond qui a eu lieu dans la personnalité de François Cheng. La nouvelle culture de l'exilé a mis secrètement en dialogue les deux univers culturels qui l'ont formé depuis sa décision de vivre en France et il a su intégrer deux attitudes, deux philosophies de la vie qui se sont transformées en une écriture qui reconnaît sa dette littéraire et spirituelle, mais sait aussi apporter plus qu'une variation sur un thème commun, 31. Si le récit a été construit sur le topo occidental des amants unis au-delà de la vie et de la mort, le renvoi à la légende chinoise du bouvier et de la tisserande à laquelle songe le héros lors de la nuit du double 7 y ajoute cette variation, dont parle Pécanet, et amplifie la portée du topo lui-même pour nous en suggérer la valeur universelle. Il en va de même pour une autre suggestion bien intéressante et significative. La rencontre avec le jésuite fait surgir chez Dao l'idée que leurs destins se ressemblent car ils sont tous les deux des fous d'amour. Lui et moi sommes donc des fous spéciaux qui ne commettent pas de violence et qui n'ont à la bouche que le mot amour, 32. Là aussi on ne peut pas ne pas penser à la figure littéraire bien connue du fol en Dieu, qui a nourri la littérature européenne 33. Cette rencontre constante entre les deux univers, appuyée sur des rapprochements et ou sur des juxtapositions entre les figures emblématiques des deux cultures, révèle la valeur véritable du dialogue pour François Cheng. Le dialogue par l'âme indiqué dans le roman est possible grâce à une rencontre qui puise ses racines dans ce qui est caché dans la profondeur de la nature humaine et que les mythes littéraires ont toujours exprimé de façon efficace,
C'est pourquoi l'éternité devient la figuration romanesque de la nouvelle culture de L'. Exilé qui la compare dans son texte Le Dialogue, à un jardin à multiples plantes qui rivalisent de singularité et qui, par leur résonance réciproque, participent à une œuvre commune. 34. C'est justement ici, dans la dimension imaginaire de ce récit, que nous rencontrons le vrai voyage qui est à l'origine du roman et qui en constitue le moteur. L'escamotage proposé dans l'avant-propos du manuscrit retrouvé, disparu et restitué par la mémoire invite le lecteur à un voyage avec l'auteur dans et par l'écriture, un voyage accompli grâce à un imaginaire romanesque ou mémoire personnelle. Réalité historique et fiction se mêlent intimement pour engendrer et enraciner l'être nouveau qu'est l'écrivain François Cheng. Exilé volontairement en France, l'auteur a dû mourir à son ancienne vie pour se reconstruire une existence nouvelle. Il a dit à maintes reprises, dans ses interviews, que pour lui la France a signifié prendre conscience de l'exil et commencer à appréhender le monde de façon différente, à partir de l'apprentissage d'une langue inconnue qui devait devenir une langue quotidienne, capable d'exprimer toute sa personnalité. 35. L'exilé se caractérise donc par une nouvelle naissance qui implique nécessairement une volonté tenace de connaître et d'apprendre. Cet homme nouveau qui renaît en France, dans une réalité sociale et culturelle bien différente, est un homme à la recherche de sa place dans le monde, en quête d'une identité que son pays d'origine ne peut alimenter qu'à l'aide de la mémoire et que son pays d'adoption peut faire naître grâce à l'écriture. Le voyage matériel de Chine en France et la décision d'y rester avaient engendré le dépaysement, et placé inévitablement Cheng dans la condition existentielle de celui qui se sent étranger, qui vit dans un entre-deux-mondes où les deux cultures qui se rencontrent en lui deviennent la sève essentielle d'une identité à construire. Mais cette nouvelle naissance n'exclut pas les racines, à savoir un passé dont il hérite dans le lointain. Et si la culture européenne, française en particulier, a été au jour le jour source incessante pour la formation de la nouvelle personnalité de l'exilé, la culture originaire a eu besoin elle aussi d'être mieux comprise, de devenir un lieu où puiser d'autres connaissances. La langue française, devenue sa chair et son sang, lui a permis non seulement de s'enraciner dans la terre qui l'a accueilli, mais surtout de repenser toute son existence et de la transformer en un acte de création capable de prendre en charge tout son passé sans lui faire couper aucun lien originaire. La rédaction du dit de Thiany avait renoué avec son passé récent en lui permettant de se connaître et de se légitimer dans sa nouvelle identité d'écrivain. Mais l'exilé sait bien qu'il a besoin de renouer aussi avec le passé et l'histoire de son pays, car c'est là qu'il peut mieux comprendre la vision du monde propre à une communauté, ces principes fondateurs qui ont construit tout au long des siècles l'histoire et la destinée de ce peuple dont il hérite. C'est pourquoi Cheng devait franchir encore un autre cap. Il avait besoin de consulter aussi l'histoire ancienne de son pays, de dialoguer avec elle pour y déceler les aspects essentiels d'un héritage personnel et social qui autrement serait resté sans racines. Son écriture d'exilé se devait alors de présenter les traits typiques du mouvement, d'un déplacement dans l'espace et dans le temps, car il faut toujours partir pour renouveler la mémoire, faire des rencontres, avoir des échanges féconds visant à forger cette nouvelle personnalité. Le choix temporel d'une époque si lointaine de l'histoire chinoise est alors tout à fait compréhensible, voire indispensable. La fin de la dynastie Ming, dit l'auteur, correspond à une période de mutation pendant laquelle la Chine commençait à découvrir d'autres pays ainsi que la culture européenne. 36. Une époque en effervescence donc, qui afin d'évoluer se doit, comme toute culture, de dialoguer avec la meilleure part de ce qui lui vient d'ailleurs. 37. La Chine du XVIIe siècle est donc ce passé nécessaire dont l'artiste exilé F. Cheng avait besoin pour forger son identité nouvelle. Elle est le lieu de la sédimentation d'une histoire qui correspond à ses besoins présents, un lieu rêvé depuis l'exil qui acquiert une nouvelle existence grâce à l'écriture imaginaire et où la mémoire retrouve l'origine des interrogations spirituelles d'une identité encore en construction. Cette mémoire et cette identité, retrouvée et conservée grâce à la dimension imaginaire d'un roman structuré autour de la métaphore du voyage, ne peuvent être que subjectives et sélectives, guidées comme elles le sont par la recherche personnelle d'un auteur qui est comme Dao, sans lien ni lieu. 38. La récréation du pays et du paysage naturel et humain, ainsi que d'un décor historique si lointain, devient alors pour lui indispensable dans le parcours identitaire qu'il a entamé, car l'espace et le temps jouent le rôle d'une catégorie à travers laquelle les hommes pensent leurs relations et donc définissent leur identité.
C'est ainsi que l'espace mémoire qu'est la création romanesque est une étape essentielle dans le parcours identitaire de F. Cheng, car il est le lieu d'une imagination intemporelle où tout peut être repensé et remodelé par la mémoire et l'imaginaire 39. Il n'est pas étonnant alors de trouver dans la partie consacrée à la fête du double 5, le renvoi à Qiu Yuan, ce premier poète connu de la Chine dit l'auteur qui en exil s'est fait le chantre de sa terre 40. Si François Cheng se fait implicitement l'héritier idéal de ce grand poète chinois, il nous dit aussi que par l'art il peut se faire l'héritier de ce peuple chinois et arriver donc à fondre en lui ce temps immémorial et éternel qui unit tous les hommes d'Orient et d'Occident dans un commun chemin de connaissance. Daniela Fabiani. Université de Macerata. Les mondes poétiques lointains et voisins de François Cheng et Julio Herrera y réciguent. François Cheng s'est particulièrement intéressé à l'écriture poétique. Partant de l'écriture poétique chinoise 41, que ses origines et sa formation culturelle lui permettent de comprendre et d'illustrer de manière approfondie, il en vient à une synthèse dans laquelle les concepts interprétatifs revêtent, je pense, une valeur plus générale qui va bien au-delà des frontières. Cela grâce au rapport et au dialogue que Cheng réalise en lui-même entre la culture chinoise et la culture française. Pour étayer ma conviction concernant l'universalité et la validité des principes énoncés par Cheng, j'ai voulu en chercher l'équivalent chez un auteur uruguayen, Julio Herrera y récite 42, 1875 à 1910. Herrera en effet, qui tire de la nature et des sensations qu'elle suscite, l'essence même de sa poésie, est à la fois profondément lié à sa terre, vue sous l'angle de ses paysages, de ses lumières, de ses couleurs et de sa musicalité, et profondément attiré par la culture française. La position de Herrera est assez singulière. Alors que les éléments naturels de sa terre alimentent son champ poétique, c'est la France qui nourrit son esprit par ses idées novatrices. Montevideo, si statique, bride sa créativité, même si le poète est incapable de s'arracher à ses racines. La grande rythmique universelle. Quand F. Cheng passe en revue les théoriciens chinois, en commençant par Cao Pi, 186 à 226, il choisit de commenter les morceaux qui lui semblent les plus significatifs. Nous commencerons par un passage de Liu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.